Ouais mais franchement l'animation elle est éclataxe là. Mais au fait, qu'est-ce qu'une bonne animation ? La réponse à cette question variera pour sûr en fonction des goûts et des préférences de chacun. Mais pourtant parfois, il y a des œuvres, des artistes, des studios d'animation qui arrivent à faire consensus quant à la qualité de leur travail. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de certains de ces studios et des animés ou films d'animation qu'ils ont créés et pourquoi l'animation de ces œuvres m'a marqué à titre personnel. Sans plus tarder, penchons-nous sur les bijoux d'animation tout droit sortis des studios Gainax et Trigger. Si j'évoque l'animation de certaines productions fortes de Gainax, il me paraît évident d'évoquer aussi celle de Trigger, puisque l'histoire des deux studios est très liée. Lui, c'est Hiroyuki Imaishi. Il a travaillé chez Gainax, et notamment sur certaines animations In-Between et animations clés d'Evangelion, animations clés de Gurren Lagann, sur les animations clés sur Panty and Stocking, sur les animations clés pour Fooly Cooly, et je pourrais continuer encore longtemps comme ça, parce qu'il a un sacré CV le monsieur. Puis, il a quitté le studio en 2011 pour fonder Trigger et donner naissance à des œuvres bien connues comme Kill la Kill, Cyberpunk Edge Runners ou Darling in the Franxx, et d'ailleurs c'est aussi Trigger qui va faire la saison 2 de Panty and Stocking. À partir de là, il est facile de comprendre pourquoi il y a des similitudes dans la qualité des animations chez Gainax et Trigger. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'animation de ces séries produites par ces deux studios sont des chefs-d'œuvre ? De toute évidence, il faut déjà souligner les différentes chorégraphies durant les scènes d'action. Et là, vous pouvez regarder du côté d'Evangelion, Fooly Cooly, Dead Leaves. Oui, je sais, c'est fait par Production IG, mais Hiroyuki Imaishi a travaillé sur le court-métrage en tant que directeur et animateur clé. Donc, calmez-vous. Kill la Kill, Panty and Stocking, et je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer encore longtemps, c'est du sans faute. Dans chacune de ces productions, les scènes d'action sont parfaitement découpées, toujours lisibles, malgré les situations complètement déjantées qui pourraient amener une certaine confusion. Et je vais même aller plus loin, on retrouve ces chorégraphies hyper soignées, même dans des scènes complètement anecdotiques. Ce qui, en plus d'être une merveille pour les yeux, permet d'apporter du dynamisme à l'écran, même dans les moments creux. Sauf pour Evangelion, où là, les propos portés dans l'animé et le développement des différents sous-textes nécessitent de longs moments de répit qui, petit aparté, donne lieu à cette scène mémorable et si lourde de sens, alors qu'elle n'a clairement pas coûté cher en animation et en voice acting. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Non mais plus sérieusement, pour reprendre ce que je disais au sujet des plans et des chorégraphies sur les scènes d'action, regardez juste ce shot. On est d'accord, la caméra fait un truc de fou là. Et c'est pas une exception ce genre de dinguerie qu'ils font avec la caméra. Et là, dans ce combat d'Evangelion, vous le voyez bien que la caméra bouge dans le sens du mouvement de Asuka lorsqu'elle va porter un coup ou en subir un. Et oui, de fait, ça rend le mouvement fluide, enrichit la lisibilité de la scène et la rend plus impactante. Bon, ok, ils savent faire des dingueries avec la caméra. Mais les règles de base de l'animation, vous savez, ces fameuses 12 règles. J'ai rien compris. Vous voyez pas de quelles règles je parle ? Bon, ok, je vais tout vous expliquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Elles sont omniprésentes dans les animés que j'ai cités jusqu'à présent. Tiens, prenons cette scène dans Kill la Kill. On y retrouve l'intégralité de ces règles sur une séquence de quelques secondes. Compression et étirement des objets en mouvement. Anticipation avec Ryuko qui s'apprête à jeter la chaise. Accélération du mouvement de lancer et ralentissement lorsqu'elle va finir de lancer la chaise. La chaise qui pendant le mouvement décrit une trajectoire parabolique. Les cheveux de Ryuko comme détail secondaire qui bougent durant le mouvement. La cohérence théâtrale qui ici fait ressortir un certain trait de caractère de notre protagoniste. L'exagération pour accentuer l'expression du visage déformé par la colère. La mise en scène, puisqu'ici il y a deux personnages à l'écran mais il n'y en a qu'un qui retient notre attention. Fidèle à elle-même, Ryuko, qui est un personnage qui s'emporte facilement, attire encore une fois l'attention et fait preuve de charisme dans cette scène. Bien évidemment, les volumes des personnages et de la chaise sont conservés durant tout le mouvement, malgré les déformations. On peut constater le chevauchement de deux mouvements consécutifs dans cette scène, puisque parfois le corps de Ryuko continue d'avancer dans cette direction précédente lorsque celle-ci change de direction, dû à l'inertie.
Et puis enfin, le découpage de l'action, soit en dessinant image par image cette dite action du début à la fin, ou en dessiner uniquement les mouvements clés et les compléter par la suite via des in-between. Et bien sûr, les règles que je viens de citer, on les retrouve dans les scènes d'action et pas uniquement dans Kill la Kill, mais dans l'ensemble des œuvres Gainax Trigger. Si vous voulez plus de précisions sur ces 12 règles d'animation, je vous recommande chaudement cette vidéo. Par contre, c'est en anglais. Ou anglais, mais c'est encore moins répandu. Après, pour sublimer l'aspect technique irréprochable de l'animation, les animés signés Imaishi font intervenir la plupart du temps des personnages très charismatiques, un poil excentriques et hauts en couleur au sens littéral du terme. Et cette description de personnage se retrouve même dans les œuvres les plus récentes du studio Trigger, en la personne de Rebecca dans Cyberpunk Edge Runner. Ce genre de protagonistes quelque peu déjantés permettent la mise en place d'actions et de scènes complètement farfelues qui, avec une animation de qualité et des chorégraphies soignées, en sont sublimées. Mais ces fortes personnalités permettent aussi un meilleur engagement émotionnel du spectateur vis-à-vis de ces personnages. En d'autres termes, ils ne nous laissent jamais de marbre et on ne peut que les adorer ou les détester. Mocheté, en plus elle est mal élevée. Je vous ai beaucoup parlé jusqu'à présent du dynamisme à l'écran, le tout en partie dû au travail des chorégraphies et de la caméra. Mais Imaishi chez Gainax peut se permettre ce genre de dinguerie. Oui, vous ne rêvez pas. Pendant un épisode entier de Pontien's Talking with the Gather Belt, soit environ 13 minutes, la caméra ne va pas du tout bouger d'un pouce. Et pourtant, avec ce qui se passe à l'écran, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est un peu ça la magie Gainax Trigger, casser nos attentes et innover en termes de mise en scène et d'animation. Tiens, en parlant d'innovation, une autre technique d'animation assez bien utilisée chez ces studios, c'est la CGI ou animation en 3D. Et là je vais prendre certes cet épisode un peu débile mais sympa de Pontien's Talking with the Gather Belt. Ici, l'ensemble de la scène est en CGI, et déjà, faut encore une fois souligner cette caméra qui fait des dingueries et qui est si dynamique. Mais surtout, il faut reconnaître que l'animation en CGI est juste clean. Elle ne pique pas les yeux, quoi. Pas comme cette bouse infâme de Berserk 2016. Pour finir sur les différentes raisons qui font que j'aime les œuvres de Gainax Trigger et surtout de Imaishi, c'est avant tout qu'ils sont très libres dans leur choix artistique, car ils font des œuvres originales et non des adaptations de manga. Vous pourriez me dire que Cyberpunk Edge Runner ne se déroule pas dans un univers créé de toutes pièces par Trigger, mais le scénario et les personnages sont bien totalement originaux. Bref, pour en revenir à ce que je disais, les adaptations génèrent plus de contraintes sur l'animation et surtout sur la mise en scène, car il faut reprendre au mieux les scènes marquantes des supports originaux et essayer de retranscrire au mieux les émotions qui y sont véhiculées. On va prendre un exemple un peu plus concret. JoJo's Bizarre Adventures, les OAV des années 90, par rapport à la version de 2014 de Stardust Crusader. Concernant les OAV, en plus d'être une usine à mème pour la VF, Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. ils sont, tout comme l'adaptation de David Productions de 2014, un diaporama en termes d'animation. La différence entre les deux versions, c'est que David Productions a très bien compris la philosophie du manga et l'atmosphère qui s'en dégage, et l'a très bien adapté via la mise en scène, les choix de musique, et la retranscription des chara-design avec des couleurs plus chaudes et plus percutantes que dans les OAV. Mais niveau animation, ça reste un zéro pointé. On ne peut décemment pas dire que cette dernière est insane dans les JoJo's de David Productions. Ça reste très basique. Et dans la même idée, ce n'est pas parce que les personnages sont tout beaux, tout colorés ou évoluent dans un magnifique isekai que de la même manière l'animation y est de qualité. Parce que vu les kilotonnes d'animés de ce genre qui sortent chaque saison, pensez bien que l'exécution de l'animation passe très souvent au second voire au troisième plan. Et dans mon ressenti, les studios adaptant des isekai sont beaucoup plus concentrés à travailler sur leur chara-design, leur femme oreille de chat, la physique des arguments de certains personnages féminins, et j'en passe. En gros, la plupart du temps, ils mettent un paquet d'éléments pour rameuter un maximum de spectateurs, mais l'animation in fine ne suit pas. Bref, je ferme cette parenthèse. Et pour conclure sur les productions Gainax Trigger, j'ai mis l'emphase sur le côté artistique des créations dans cette vidéo, mais pour ceux qui ne les connaissent pas ou n'en ont vu que quelques-unes, je ne peux que les recommander, puisque de manière générale, les scénarios y sont bien ficelés, les personnages développés avec minutie, et globalement, les thématiques abordées y sont profondes.
Et par pitié, je vous en conjure, regardez Panty and Stocking with Got a Belt en version anglaise et non en VO.